Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les organisations et qui peinent à trouver leur marque, qui peinent à trouver du sens. Et là, je me suis orienté sur les hommes de 40 à 60 ans parce que ça a fait partie de mes questions, où à un moment, je me suis senti en dehors de la roue de la vie et j'ai peiné. J'ai peiné pendant 4 ans et demi, entre le moment où mon épouse m'a dit qu'elle me quittait. Et voilà, qu'est-ce que je fais de cette vie qui m'est donnée ? Et donc il y a une nécessité d'aller rechercher son étincelle divine. Et on recherche son étincelle divine en allant voir qui on est, quelles sont nos aspirations, ce qui nous donne vie, ce qui nous rend pleinement vivants. Et j'ai mis vivant avec 2 V au milieu. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est pour se sentir doublement vivant. Voilà. Donc c'est vraiment d'aller chercher cette étincelle de vie qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est particulier, c'est surtout la tranche de vie. Parce qu'on sent, moi j'ai 59 ans, je sens plus ma finitude que quand j'avais 35 ans. Donc on a un sentiment de finitude qui fait qu'on se pose des questions dans cette tranche de vie qu'on ne se posait pas avant. Voilà. C'est d'où je viens, qui je suis, au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ne pas regretter à la fin de sa vie de ne pas avoir osé à faire des choses, de faire des choses que je n'ose pas aujourd'hui. Il y en a beaucoup, effectivement, qui peuvent tourner en rond, qui peuvent avoir choisi des rails qui n'étaient pas forcément les leurs, et qui se retrouvent aujourd'hui dans une direction qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient choisie. Ils ont plutôt choisi ça comme, peut-être par fidélité, s'ils sont entrepreneurs, ils ont hérité d'une entreprise de leur famille, ou peut-être par obligation, conformité, et se disent aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement? Est-ce que j'ai envie d'être profondément moi-même? J'ai une personne qui s'est inscrite dans ce programme qui me dit, moi finalement, je viens de me faire licencier, et je me rends compte que j'ai envie de prendre du temps pour vraiment décider de savoir qui je suis au fond. Et d'ailleurs, ma femme le demande, mes enfants me le demandent, mes amis. Je dis que c'est une bonne occasion, à l'âge que j'ai, 52 ans, de me dire qui je suis au fond et quelles sont les aspirations que j'ai et vers quelle direction j'ai envie d'aller. L'étincelle, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, et très étonnamment, avec ce programme où j'étais accompagné moi-même. Je suis un coach qui est aussi accompagné par d'autres coachs. Et à un moment, ils nous ont fait faire un exercice qui était de noter le moment le plus difficile de notre vie. Donc moi, tout de suite, c'est quand mon épouse m'a quitté. Parce que pour moi, le mariage, c'est quand même extrêmement important. Et ils m'ont posé une question ensuite qui m'a beaucoup amusé, parce que c'est le genre de question que j'aurais pu poser, mais on ne me l'a jamais posé. C'est noter sur votre cahier les 50 choses positives que ce moment difficile vous a permis de vivre. J'en ai pas trouvé 50, j'en ai trouvé 35. Et à la fin de ces 35, je me suis dit, mais ça m'invite à quoi finalement? Ça m'invite à réentreprendre ma vie. Et je me dis, mais il y a d'autres personnes comme moi qui se sont pris des claques dans la vie et qui se retrouvent un peu groggy, sortis de la roue de la vie et qui ont besoin de se remettre en route. Et ce programme-là m'habite, mais comme jamais il m'a habité, parce que je pense que là je touche ma vocation. Et la vocation, c'est quoi? C'est ma mission de vie, c'est les talents qui sont les miens, c'est mes valeurs hautes qui sont les miennes. Et je dois avouer que je suis même étonné de voir comment ça peut résonner autant chez moi. Et je fais des choses que je n'aurais jamais osé faire avant, mais là, ça résonne tellement. Alors, le patron là-haut, je pense qu'il me guide. C'est de réentreprendre. C'est pas de refaire sa vie, parce qu'on ne refait pas sa vie. On prend le meilleur du passé et on se projette dans le meilleur de l'avenir. C'est la démarche appréciative qui se trouve, moi, dans mes activités. Nous ne sommes pas des écarts à combler. Nous sommes des ressources à développer et à amplifier dans un monde qui aurait plutôt tendance à nous faire pointer du doigt nos manques, nos dysfonctionnements, nos problèmes et de creuser ces problèmes-là. J'ai fait ça pendant 15 ans dans l'industrie automobile, je sais faire ça par cœur. Je vois aussi combien c'est désastreux de faire de cette façon-là. C'est de se dire finalement au fond qui je suis, quels sont mes talents, de les détecter et de les amplifier. Un peu comme quelqu'un d'autre, il y a très longtemps, avait vu des pains et des poissons et les a multipliés. Alors la différence, lui, il fait des miracles, j'en fais pas. Voilà, mais c'est cet état d'esprit d'aller regarder ce qui est plutôt que ce qui manque pour développer et amplifier. Voilà, c'est ça cet état d'esprit pour réenchanter nos entreprises. Si on avait cet état d'esprit constamment, nos entreprises ne seraient pas forcément toujours celles qu'elles sont aujourd'hui. Je me souviens, une de mes clientes, c'est la directrice générale du Centre Pompidou, qui, une fois qu'on avait procédé à une transformation chez elle, me dit « Mais pourquoi, Bernard, est-ce qu'on s'inflige cela ?» Et qu'est-ce qu'elle disait en disant ça? C'est pourquoi est-ce qu'on s'inflige les méthodologies du travail qui sont en train d'aller nous faire creuser nos tombes, quoi. Voilà. Et un autre, c'était un directeur industriel de chez Valeo qui me dit « Mais j'aurais jamais imaginé une seule seconde qu'on puisse régler les problèmes de cette façon-là. » Voilà. On ne peut pas dire que ce soit des gens qui soient des bisounours. Hein. Donc ils ont vu concrètement d'aller chercher la ressource. Et moi je dis que
Allons chercher intentionnellement et obsessionnellement la ressource dans un monde qui nous envoie intentionnellement et obsessionnellement sur nos écarts. Voilà. Donc si on pouvait vivre de cette façon-là au quotidien, dans nos vies et dans nos entreprises, oui, le monde serait différent. Le monde serait différent, ouais. Si on parle de ses collaborateurs, c'est qu'ils voient ses collaborateurs comme des talents à amplifier, comme des espérances, comme des gens en devenir, voilà. Et pas comme des écarts, donc ça, c'est l'espérance. Je pense que c'est ce qui le caractérise vraiment, c'est l'espérance. Et puis à un moment, c'est aussi le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise en disant, bah là, que faire, voilà. J'ai été DRH dans l'industrie pendant 15 ans. Il y a des moments, j'étais devant ma feuille blanche, j'ai dit, Seigneur, que faire, voilà. Et ce n'est pas lui qui décide, c'est nous qui décidons, mais on peut se laisser inspirer et entendre. Je pense que l'entrepreneur ou dirigeant chrétien se doit d'écouter et de suspendre son jugement, voilà. De mettre des convictions peut-être réductrices de côté, de suspendre son jugement et d'aller explorer ce que l'autre peut proposer, en dehors de la conformité. Ouais, je pense que c'est ça, un dirigeant chrétien. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens qui font ça parfaitement bien. On est dans un monde quand même qui est un monde de contrôle. Et quand on est dans un monde de contrôle, c'est difficile dans la subsidiarité. Alors on peut être dans la délégation. Hein, mais délégation, ça ne veut pas dire d'être dans la subsidiarité. C'est de faire confiance aux gens qui savent là où ils sont. Ils voient des choses que nous ne voyons pas et sont les mieux placés pour les voir ce que nous ne voyons pas. C'est comme Bertrand Martin, qui est un ancien de Sulzer Industries. Ça m'avait frappé quand il nous avait raconté que son entreprise était en grande difficulté. Et puis il va voir les ouvriers de production et il dit aux ouvriers, on a de grosses difficultés, il va falloir couper les frais fixes de 30%. Donc 30%, c'est énorme. Et un ouvrier le voit et éclate de rire. Et Bertrand Martin lui dit, mais pourquoi vous riez? C'est pas drôle du tout. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je ris parce qu'on pourrait faire très, très largement 50%, sans problème. Il me dit, mais pourquoi vous ne le dites pas? Parce qu'on ne me l'a jamais demandé. Voilà. Subsidiarité, c'est de faire confiance aux gens qui sont sur le terrain. Ils ont les solutions.